Merci beaucoup pour cette présentation très claire. On a appris beaucoup de choses. Mais je vous propose qu'on a un retard, qu'on enchaîne sur la présentation de M. Moutar Salim. Et après, on passera à la partie des questions. Ça sera plus simple. Merci beaucoup. Merci. Bon, d'abord, je vais distraire 2 secondes, d'abord pour remercier les organisateurs de nous livrer cet espace de débat très intéressant. Et ensuite, de nous avoir confié le sujet le plus important du colloque, parce qu'il s'agit de faire vous découvrir la santé dans la période coloniale et postcoloniale. Donc, un mémoire qui va offrir à l'imagination, au futur, de ce qui s'est passé. Parce qu'on a toujours l'impression qu'à Mayotte était une planche blanche, on a rien fait, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses, en mauvais, en bien, mais il s'est passé des choses dans ce territoire. Et je commençais tout d'abord par cette image qui est ici l'hôpital de Dzaoudzi, donc qui est le symbole, à mon avis, de la médecine occidentale à Mayotte. C'est comme si on vous présente aujourd'hui la mosquée de Tsingoni, qui est aussi le symbole de l'islamisation à Mayotte. Donc, on ne peut pas parler de la santé et la médecine occidentale à Mayotte sans vous présenter l'hôpital de Dzaoudzi. Là, c'est les pentes, mais bon, c'est exactement ça. Deuxième point, donc, le monsieur qui est intervenu, monsieur Braziel, vous a rappelé un certain nombre de choses. Moi, je vais vous dire tout simplement que cette médecine occidentale à Mayotte a été lente et timide. Vraiment, c'est ce que j'ai retenu. Elle était très lente et très timide, et je vais essayer de vous le découvrir très rapidement dans une chronologie très simple. Je vais partir rapidement dans un diapo dans cette période coloniale qu'il avait citée, en reprenant comme exemple, moi, toutes les références de santé. Ensuite, en passant rapidement ce qui s'est passé dans le territoire de Comores, c'est-à-dire 1946-1975, suivi de la phase où Mayotte a son administration directe de la métropole ou de la France, c'est-à-dire la collectivité territoriale de Mayotte, la collectivité départementale de Mayotte et depuis 2011, le département de Mayotte. Donc, pendant cette période, faites toute la diapo comme ça, après on n'aura plus besoin. Voilà. On s'arrête là. Donc, vous voyez, pendant toute cette période, il y avait un contexte social qui était clair. On vivait dans une insalubrité totale dans Mayotte. Là, nous sommes en 1841, supposons 1841, vous l'avez vu, 1841, arrive André Ansouli cède Mayotte à la France. Donc, les premiers écrits dessus, avec Gévray, on parlait de l'instabilité totale à Mayotte. Les gens vivaient dans des hameaux, répartis comme ça sur le territoire, et beaucoup plus à Mamoudzou. Et vivaient au rythme des saisons de pluie. On a gardé ça pendant très longtemps, Kashkazi et Koussi. Pendant le Kashkazi, on vivait, et le Koussi, on attendait le Kashkazi. C'est un peu comme ça. Mais on vivait à un moment avec beaucoup de pathologies et surtout des épidémies très destructrices. J'avais cité 2 que vous connaissez très bien, qu'on va en parler tout à l'heure. À un moment, il parlait de l'alcoolisme, donc l'électrilisme était très important ici, notamment dans les plantations. C'est toujours pas bon de le dire à Mayotte, parce que nous sommes une société musulmane, que les gens buvaient de l'alcool. Mais en réalité, les gens buvaient beaucoup d'alcool ici à Mayotte, et surtout les travailleurs dans les plantations. Les gens étaient essentiellement touchés par le paludisme. Toutes les maladies que les Mahorais ont connues sont des maladies qui sont bien nommées chez les Mahorais. Paludisme, Wadouanrema, filariose, Wadouamarendre, ou Godzo, pour les mecs, tuberculose, Wadouakolakavu, lèpre, Wadouarenefu, toutes ces pathologies-là, variole, l'un des plus connus ici à Mayotte, dans l'histoire, Pelembe, c'est une maladie qui a causé la disparition d'un village très connu à Mayotte qui se situe entre Tsimkoura et Mzouazia, le village de Karoli, et qui a fait dans l'épidémie de 1898 2300 morts, cette variole-là. Et dans l'épidémie de 1875, il a fait dépêcher à Mayotte des médecins qui ont été même primés par le ministère du colonie à l'époque, le docteur Arthur Pano de Frimuro et le docteur Giraud, qui étaient 2 médecins très connus ici à Mayotte, qui ont fait les premières vaccinations contre cette pathologie, la filariose. Le chic-plis. Ah, ça, c'est de la manière, tu as dû connaître ça peut-être. Ben, c'est Marantoudi. C'est une pathologie, tous les Maoris connaissent parfaitement. Voilà, ces pathologies-là ont été très fréquentes sur le territoire.
et le pian Marohoutsa. C'est l'arrivée de la pénicilline qui a fait disparaître le pian, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de pénicilline en 1954 ici à Mayotte. Le service de santé était autour de l'hôpital de Dzaoudzi, et on voyait bien que la médecine était très lente. L'hôpital de Dzaoudzi a commencé à être construit en 1847, il s'est terminé en 1892. Presque 40 ans plus tard, 42 ans plus tard. C'est-à-dire, lorsque Passo a implanté le drapeau bleu-blanc-rouge à Dzaoudzi en 1843, c'était en février, à 100 mètres, l'hôpital a commencé à être construit. Quelques années plus tard, en 1847, il s'est terminé qu'en 1892. C'est-à-dire qu'il fallait plus de 40 ans pour construire un hôpital. Vous voyez comment la lenteur. Nous, les Grands Terriens, on bénéficiait d'un petit tournée d'un infirmier, à l'époque, transporté en Fitaco, chez en plantation, là, qu'on appelle Palanquin. Voilà. Et pendant toute cette période-là, on connaissait un peu les débuts déjà des premières actions de santé, les vaccinations avec Arthur par nos défunts Moreau. On connaissait les démoustications un peu plus tard, parce qu'on parlait beaucoup de palu, et le palu faisait beaucoup de ravages ici à Mayotte. On l'appelait souvent, le palu s'appelait le tombeau de l'homme blanc. C'est comme ça comment les gens le décrivaient dans les textes. Et on a des interdictions qui commençaient déjà par les premières préventions. Voilà. Donc, voilà, c'est avant c'était beau, rapidement. Donc, on retiendra tout simplement pendant cette période toutes ces nombreuses affections. Un taux de mortalité très élevé pour les enfants, 250 pour 1000. De nombreuses victimes, Caroline qui disparaît, l'hôpital de Dzaoudzi, Passo qui... Et enfin, vous l'avez cité, il n'y avait aucun médecin maoré pendant 102 ans. C'est-à-dire 1 siècle et 2 ans, 1841 jusqu'à 1946, on n'a jamais pu mettre en place un système de formation pour avoir un médecin au moins local. Ok. On continue. Avance. Voilà. On va voir dans le territoire des Comores. Donc, dans le territoire des Comores, c'est encore plus simple. Aucune évolution au niveau des services. On reste toujours avec l'hôpital de Dzaoudzi à Mayotte. Les épidémies restent toujours à peu près identiques, mais l'action de santé est essentiellement basée sur la politique contre les grands endémies. Voilà, c'est comme ça au temps des Comores. Donc, on voyait déjà les premières distributions de quinine, et tous les enfants dans les écoles primaires ont vécu ça. Les pulvérisations intradomiciliaires ont commencé. Les traitements de masse du pian, le Marohoutsa, la pathologie, et des campagnes de vaccination de masse contre le BCG a débuté pendant cette période-là, en 70 là. Donc là, je vous ai mis par exemple des images, uniquement pour vous montrer. Ici, on a une belle image d'un des infirmiers de santé publique le plus connu à Mayotte qui s'appelait Ahmed Bonahiri, avec sa 404 bâchets, à l'époque, c'était ça les voitures qu'on avait, qui se déplaçaient directement dans les points de consultation où les gens se réunissaient pour venir subir soit la distribution de l'otézine, pour lutter contre la filariose, ou de quinine pour le palu. Mais enfin, voilà les deux dernières années des Comores, on va dire comme ça, depuis 1970, le ministre de la Santé des Comores, à l'époque, c'était Maoré, qui fut le docteur Henri, qui lui-même était le premier médecin maoré à partir de 1946 jusqu'à 1975. On a eu un premier médecin maoré qui était le docteur Henri, qui était diplômé de médecine de Paris et puis de l'École nationale de santé publique de Rennes. Et enfin, vers la fin du territoire des Comores, nous avons eu Youssouf Saïd, qui est un enseignant de Chungui, le petit village, là, le Mouchungui là-bas, de Chirongui, on va dire aussi, qui a été ministre de la Santé de 1973 à 1975. Celui qui a bouclé la santé pendant cette période coloniale. Ici, voilà, on continue. Voilà, je vous montre maintenant Mayotte, c'était Mayotte, collectivité territoriale de Mayotte. C'est-à-dire, on se sépare des Comores en 1976. Voilà. Donc, on voit ici les premières images, comment ils ont défilé dans l'évolution. L'hôpital de Mamoudzou, ou l'hôpital de Soumet, là, ici. Ensuite,
Là, la chirurgie, vous appelez ça à l'époque chirurgie, qui a encore peut-être resté un petit bout, on en voit un peu. Et si ça, là, c'est l'évolution, un peu plus tard, dans la première construction de 1979, où on autorisait encore les mamans à venir avec leur fagot, leur casserole pour cuisiner pour leurs malades, parce qu'il n'y avait même pas de cuisine, donc on les voit ici. Et ensuite, on lavait les linges des malades à l'extérieur, et puis on venait les étaler tout juste dans les parages, pour pouvoir, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de vianderie, il n'y avait rien à l'époque. Donc, il y avait un vide total en matière de santé. Tout était donné comme avis au conseil général, qui statuait si on le fait, on ne le fait pas. C'est comme ça comment la carte sanitaire était faite. Si le conseil général dit on ne le fait pas, on ne le fait pas. Si le conseil général dit on le fait, on le fait. C'est comme ça comment ça se passait. Et le premier président du conseil général, c'était Younous Abamana, qui est, vous allez au conseil général, vous voyez l'amphithéâtre Younous Abamana, qui était le président. Donc c'était une période dite provisoire, puisque le statut de collectivité territoriale est créé par le 24 décembre 1976. Donc de 1975 à 1976, on avait déjà une année, on faisait tout d'une manière provisoire, on commençait. On a pensé à la reconstruction du CHM en 1979. Et ensuite, l'ADAS, qui est devenue plus tard l'ARS Mayotte aujourd'hui, a été réfléchi depuis 1977 par un monsieur qui s'appelle Doloris. Et ensuite, on a pensé à l'ouverture de l'école d'infirmiers aujourd'hui qui est l'IFSI ou l'IS, mais déjà en 1978, puisqu'on a commencé à fabriquer de premiers infirmiers dits locaux. Et vous avez remarqué que tout ce qui est réussi ici, c'est ce qui a été fait réellement par nous, d'une manière directe. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y avait pas d'infirmiers. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut construire des infirmiers. On dit, Abdul, Saïd, Fatima, venez, vous allez être infirmiers, on va vous former. On a besoin des enseignants. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 17 ans, je suis en troisième. 17 ans, troisième, tu peux aller plus loin, allez, viens, tu vas aller enseigner. Puis on choisissait les gens comme ça. Il y avait deux types d'entrées en sixième court et sixième long. Vous êtes âgé, vous allez en sixième court, vous attendez en classe de troisième, arrêtez la scolarisation pour aller enseigner. Et si vous êtes moins âgé, comme moi, j'avais 13 ans, lorsque je suis rentré en sixième long, j'ai le droit d'aller jusqu'au bac. C'est comme ça comment ça se passait. Donc, enfin, on a pris cette décision radicale parce qu'il fallait instruire les enfants, pour donner l'éducation aux enfants, il fallait avoir des enseignants. Donc, on a construit notre système scolaire. Il fallait avoir des soignants. On a construit notre système de santé. Et tout ce qui a marché, c'est ce que nous avons nous-mêmes construit. Vous allez le voir plus tard. On continue. Docteur Soumet. Voilà, je vais vous présenter ici une première maternité rurale, celui de Kanikeli. Voilà un premier groupement dans une PMI, voilà, à l'époque, et une des premières opérations qui a beaucoup réussi ici, de planification familiale. Je reviendrai parce que c'est une opération qui a magnifiquement bien marché. Il y avait d'abord la première en 1985 qui s'appelait Kandre Karamba. Karamba, c'est celui qui rampe. Kandre, c'est celui qui ne marche pas bien. Donc il fallait attendre que celui qui rampe marche un peu pour que tu fasses le second, mais il ne faut pas aligner à la filée. On n'a pas suivi tout ça. Donc c'était les deux premières opérations qui ont beaucoup marché sur le territoire. Ensuite, vous vous rappelez qu'ici en 1980, on n'est pas loin, 1980, il fallait évacuer le malade de Bandrélé en pirogue jusqu'à Mamoudzou, parce qu'il n'y avait même pas de route. La fameuse RN1 que vous voyez, c'est récent tout ça. Les usagers de Bouéni bénéficiaient du médecin de Sada qui s'est placé en pirogue jusqu'à Bouéni pour aller soigner là-bas. Et enfin, en 81, même si vous faites une petite opération chirurgicale à l'hôpital de Dzaoudzi, vous logez au DLEM, au détachement de la Légion étrangère de Mayotte, parce qu'il n'y avait même pas de salle pour vous garder. Et enfin, c'est à l'époque de 1997, on transforme la caisse de prévoyance sociale, qui était un service de la préfecture, on va créer la première caisse de sécurité sociale aujourd'hui que vous voyez, dont j'ai eu l'honneur d'être le premier président. Voilà. C'est pour ça que je cite ça. Dans cette époque-là, l'époque de collectivité territoriale, nous avons enfin vu émerger quelques médecins mahorais. Et je les cite parce que c'est un honneur pour moi de les citer. Docteur Aben, Docteur Saint-Combo, Docteur Ramlati et Docteur Maurida. Et tous les quatre sont de ma génération. On a fréquenté les mêmes établissements, donc on est une génération qui a beaucoup réussi, hein, la mienne. Ensuite, nous avons connu par le hasard
le premier sage-femme aussi, Zabibou Moulanze qui est resté très longtemps à l'hôpital jusqu'à sa retraite, et Shamsia Daoma qui a assuré toutes les PMI jusqu'à sa retraite. Voilà déjà. Et il fallait attendre longtemps après que la fille de Moutar Salim devienne sage-femme. Ouais, le retard qu'on a fait. On continue. Voilà. Donc là, on a toujours ce thème, rapidement. Ça, c'est magnifique, ça. Ça j'ai mis cette photo, pourquoi? Tout bêtement, que lorsque les gens ont aperçu que les maternités de Mayotte s'amélioraient, et qu'on pouvait accoucher convenablement, ouais, tous les véhicules qui débarquaient, c'était la lutte contre l'accouchement à domicile, parce que les gens accouchaient dans les villages, pour les gens qui viennent à la maternité pour accoucher. Et ici, je reprends la photo qu'on a vue précédemment, où les mamans sont en train de cuisiner sous le petit pont qui faisait la liaison entre la chirurgie et l'actuelle maternité. Donc, pendant toute cette période-là, on a fait toutes ces actions-là, et je vais vous raconter quelques-uns qui sont très magnifiques. Je me vante d'être l'un des derniers à avoir lutté contre la filariose à Mayotte. Parce que moi, j'ai commencé mon job à la DAS de Mayotte en 1985 en tant qu'ingénieur sanitaire. Et j'ai eu toutes ces stratégies de mettre en place toutes les actions de lutte contre le culex, le vecteur de la filariose. Et puis toutes les pulvérisations intradomiciliaires qu'on faisait, les prélèvements de nuit, parce que pour tomber sur le filaire, il faut faire des prélèvements de nuit. Voilà tout ça. Et on faisait avec le docteur Henri, que j'ai cité tout à l'heure, qui était notre médecin, toutes ces grandes campagnes d'éducation sanitaire à travers deux grandes associations qui ont disparu maintenant, hein, la PROSASOMA, l'Association pour la promotion sanitaire et sociale de Mayotte, et le COTES, le Comité d'éducation sanitaire. Le slogan tout simple, Tabibou Mbrongo Waho. Tabibou, docteur, la parole est à vous. On devient CDM, collectivité départementale de Mayotte. Donc là, la vision et l'évolution vers le droit commun. Lorsqu'on devient CDM. Donc CDM, c'est de 2000 à 2010, toute cette période-là. Donc la santé, la protection sociale est restée toujours dans le domaine de la spécialisation législative. C'est-à-dire, un acte de protection sociale ne peut être appliqué à Mayotte que lorsqu'on mentionne expressément qu'il doit être appliqué. Sinon, il n'est pas appliqué. Alors que la santé publique vire déjà vers l'identité législative. Toutes les grandes infrastructures que vous avez observées ces dernières années sont faites dans cette période-là. Les SMR, Kahanim, Ramadoudou, le dernier c'est de Djoumouni en 2000. Tout ça sont les dedans. Et ensuite, on a eu quand même pendant cette période deux grandes épidémies. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux photos qui se suivent là. L'épidémie de choléra, qui est ici, et l'épidémie de chikungunya en 2006. 38% de la population de Mayotte est touchée par le chikungunya. Et on commence les premières mesures sociales contre les demandeurs d'asile, un peu tous les aspects liés à l'immigration, le CRA. On continue. Ça, c'est la période que j'adore. Donc maintenant, on est en 2010-2020. Là, on devient RSOI. L'image de notre État, c'est de dire on va créer ce qu'ils ont appelé faire rayonner l'espace sanitaire de l'océan Indien entre deux îles, entre La Réunion et Mayotte. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont complètement fait un déni de ne pas se rendre compte que les deux îles ont plusieurs trajectoires qui diffèrent totalement. Totalement. D'abord, historique. Nous, déjà, on est français longtemps avant le Réunionnais, même s'ils considèrent plus français que nous, mais longtemps on est déjà français. Mais plutôt statutaire, c'est-à-dire la Réunion est département depuis 1946. Et nous, on venait de l'être tout juste à l'année 2011. Secondo, culturel. Les Réunionnais sont beaucoup plus européanisés dans leur façon de voir. Nous sommes beaucoup plus africanisés dans notre façon d'être. Donc, c'est deux rapports différents de l'individu maoré à la santé et de l'individu réunionnais à la santé. Ensuite, culturel. Alors, on est beaucoup plus islamisés, musulmans, alors qu'ils sont beaucoup plus catholiques. Et enfin, économique et social, vous l'avez déjà vécu, sont beaucoup plus avancés. Imaginez, on demande à soumettre le professeur d'enseigner dans une même classe un enfant qui est du niveau de CP avec un enfant qui est du niveau CM2.
comment il va faire l'enseignant? Il va faire un choix automatiquement. Et le choix a été fait, c'est que notre directeur, directrice, parce que ça commence d'abord directrice, Madame Chantal de Singli, alors que le slogan était clair, hein, ensemble pour la santé de la Réunion et de Mayotte. Donc moi j'ai servi ici de couverture pour que ça montre qu'elle soit bien. Hein. Donc c'est pour ça que je suis sur la photo. On a accompagné ce slogan qui n'avait pas réellement été un slogan, parce que sur 70 millions de budget de l'ARS au I, nous n'avions que 5 millions, ils avaient les 65. Vous voyez l'image, hein? Donc, finalement, on a continué quand même avec eux pendant 2010 jusqu'à 2020. On a géré toutes ces crises-là ensemble. Mais je le mérite quand même de reconnaître que la RSEI nous a aidés parce que nous avons obtenu Martial Henry, l'hôpital qu'on appelle l'hôpital de Pamandzi, là, et puis les lits surface. Non, mais tu me poses la question après. Voilà. Les lits surface, où nous avons inauguré pour la première fois les hélicoptères qui descendaient chez nous, transportant les malades. Mais OK Maoré, pendant la RSEI, alors que nous avons contribué énormément à la mise en place du CHU, parce que le CHU de la Réunion n'a été obtenu parce qu'on a ajouté de 800 000 habitants de la Réunion avec les 200 000 habitants de Mayotte pour créer 1 million de personnes et obtenir un CHU dans la région. Et le CHU n'a jamais formé OK médecin maoré. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge ici. On termine. Voilà, maintenant on arrive à l'ARS Mayotte. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. L'ARS Mayotte, vous connaissez Santikinga pour y aller. C'est à Kawini. Pour l'instant, nous avons nos 2 grands projets qui sont en cours, tracés dans le papier, hein, parce que pour l'instant, la pratique, ce n'est pas encore ça. Le plan régional de santé environnement 2020-2024 et le projet régional de santé qui est signé en 2023. Dans ce projet régional de santé, on offre la télémédecine comme innovation et la médecine traditionnelle que nous avons raconté tout à l'heure. Nous voulons développer une culture commune de la prévention, ça c'est très important. Nous voulons renforcer l'attractivité et les moyens humains, renforcer l'offre de soins, sa qualité, son accessibilité avec de nouveaux investissements pour nous voir, le second site CHM, le travaux d'urgence au CHM, une deuxième école, du IS, et puis que nous continuons quand même à gérer les crises. Voilà. Et je conclue par le dernier diapo. Pour l'avenir, voilà, les jeunes Maorais, ce qu'ils attendent tout simplement, c'est une population en attente qui a besoin de plus de proximité en santé, ça c'est clair, compte tenu de la réalité socioculturelle et solidaire de Mayotte, de la démocratie sanitaire pour renforcer le droit des malades, que les malades connaissent leurs droits, l'information malade, l'accès aux droits, etc., de l'équité d'éthique, du soin en santé, d'accessibilité de l'offre de soins, d'une culture commune de prévention, je l'ai cité, et d'une coopération sanitaire pour juguler au moins l'immigration irrégulière qui arrive sur l'île. Voilà. Je m'arrête là. Un très grand merci à Moutar Salim. Je pense que c'était très clair, qui nous donne une vision mahoraise de l'évolution de la médecine à Mayotte. Je pense que Balache a demandé la parole avant. Mais soyez bref, parce qu'on est déjà en retard. Si, revenez. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente, Balache Osseni. Moi, je suis infirmier de formation, mais tout le monde me connaît par rapport à ma fonction de syndicaliste. Le syndicalisme ne s'apprend pas, mais on improvise. Mais par contre, ma fonction, moi, je l'ai appris à l'école comme tous les autres. Alors, j'ai intégré l'école d'infirmier à Mayotte en 88. Alors, tout ce que vient de vous dire Moutar Salim, ça, c'est des choses que moi, j'ai vécues. À l'époque, on n'avait pas tout ce que nous avons là actuellement par rapport aux moyens que nous disposons, par rapport au matériel que nous disposons, mais on utilisait du matériel à usage multiple. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire ou pas, c'est-à-dire une aiguille d'intramusculaire, on la faisait bouillir pour pouvoir l'utiliser à 10, 15, voire, je ne sais pas, 30 fois.
Et les conséquences qui découlaient de ces usages, il y avait beaucoup d'abcès suite aux injections intramusculaires qu'on faisait. Il y avait beaucoup de maladies dont Moutard a oublié certains, il ne les a pas cités, dues à la malnutrition, le kwashiorkor et le marasme, et le paludisme, la lèpre et comment dire, pas drépanocytose, la drépanocytose, c'est une maladie congénitale que nous connaissons tous, mais par contre, il y a qui est transmise par les rongeurs, la leptospirose. Alors, tout ça, ce sont des maladies qui ont fait beaucoup de victimes à Mayotte, et c'est grâce à la mise en place d'une éducation que nous avons fait avec une association qu'on avait créée, qui s'appelait Maïcha Naounoun. On faisait des sketchs à travers les différents villages de Mayotte pour que nous puissions expliquer comment faire pour que... c'était le début de la planification familiale. Comment faire pour pouvoir espacer les naissances par rapport à l'image que Moutard Salim avait montrée. Kade Karamba, c'est lui qui met en place un enfant aujourd'hui. Demain, il n'a pas eu le temps de se mettre debout et immédiatement, il y a un frère ou une soeur qui arrive le lendemain. Alors, pour pouvoir expliquer tout ça à la population, c'était difficile, très difficile. Et on nous traitait par certaines personnes comme quoi que nous étions des mécréants. Parce que avoir un enfant, c'était l'aide de Dieu qui pouvait permettre. Alors, pour quelle raison on venait raconter comme quoi qu'on puisse faire en sorte pour pouvoir espacer les naissances? Alors, est-ce que c'est lui qui n'en a pas? Nous pouvons lui donner. C'est ça ce que... ou bien lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Le jour que... j'ai fait apparition à la télé. Je pense que je faisais partie des premiers qui sont partis avec le pénis en bois. J'ai montré comment utiliser une capote. Alors, vous ne pouvez pas imaginer les critiques que nous avons subi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette image que vous nous présentez? Nous sommes devant la télé, en famille, papa et maman, nous regardons la télé, et vous venez nous montrer de telles images. Mais, alors, mesdames, messieurs, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, parce qu'il y a Dr Abbas qui me met la pression pour... mais... je pense que nous aurons l'occasion la prochaine fois pour pouvoir raconter ça beaucoup plus en détail. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Abdoul Dokeni, sur invitation de Patriarche Moutard, je suis là. J'avais une question parce que lui, il disait tout à l'heure là que son intervention et celle du professeur, c'était... je le cite, le plus difficile, le sujet le plus difficile, ça n'arrive en rien la qualité des autres intervenants, mais en tout cas surtout le sujet qu'ils ont abordé, parce que là aussi j'ai trouvé qu'ils étaient très intéressants. En tout cas, ici on a appris pas mal de choses, beaucoup de choses, des choses très intéressantes. Et j'en profite pour remercier l'organisateur. Mais voyez-vous, mon père Salim disait, parler de la lenteur. Vous parlez de pénurie. Et vous avez su démontrer, à travers des citations, des preuves, tout au long de l'évolution, période coloniale, post-coloniale. Et il y a quand même, un parallèle, assez saisissant quand même, parallèle assez saisissant par rapport à la période actuelle de nos jours. Cette pénurie, ce retard, voyez-vous, aujourd'hui on parle peu de désert médical, etc., etc. Bon, je ne suis pas médecin, je n'ai jamais voulu l'être, je ne sais pas pourquoi, mais comment expliquer justement qu'on arrive à avoir, à vivre
tout ce que vous avez cité, tout ce dont vous avez parlé, a retrouvé pratiquement la même chose aujourd'hui, quand même on assiste à une certaine évolution, la médecine a évolué quand même. Et aujourd'hui, on retrouve pratiquement les mêmes problématiques, les mêmes difficultés. Et comment, justement, vous arrivez à expliquer cela? Oui, alors, je dirais plutôt que les deux situations ne sont pas comparables quand même. La longue période coloniale, ça a été une période de pénurie relative, ou pénurie tout court, mais pour des raisons budgétaires, parce que les colonies devaient se financer elles-mêmes. Et donc, les ressources de Mayotte étant très réduites, le budget était toujours coincé pour pouvoir recruter. Donc, on payait les médecins. C'est Mayotte, enfin, c'est le territoire colonial de Mayotte qui payait les médecins. Donc, un budget réduit et donc des moyens réduits. Alors, on ne peut pas du tout comparer, je pense, avec la situation actuelle. Le statut n'est pas le même, la situation des habitants n'est pas la même, et puis le budget, les modalités de l'attribution du budget ne sont pas les mêmes. Donc, il y a peut-être dans l'ensemble toujours une continuité pour une certaine, comment expliquer, comment dire, un manque à Mayotte, mais vraiment les deux situations ne sont pas comparables. Hein. Voilà. J'ai compris que le temps nous est compté, mais je vais quand même dire 2-3 mots. D'abord, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas initié, j'ai beaucoup aimé. Il a bien fait de faire venir ici, parce que les gens qui ne sont pas de ce monde, justement, ils sont beaucoup plus enrichis que les gens qui le pratiquent. Moi, mon compte information a été bien nourri. Je pose une réaction et une interrogation. Donc, une réaction, c'est que je disais que j'avais assisté à une réunion avec un ministre. Il me disait qu'ils allaient mettre à Mayotte, ils allaient mettre dans l'océan Indien, dans l'idée de l'université de l'océan Indien, donc du CHU de La Réunion et de Mayotte, ils allaient mettre. Donc, c'était pas encore fait, on allait le faire. On allait mettre 5 médecins, on appelle comment, professeurs de médecine, et j'avais demandé à cette époque-là que au moins un des 5 soit affecté à Mayotte. Il y a une vingtaine d'années déjà. À l'époque, j'étais un syndicaliste comme Balache. Donc, et puis d'autres raisons, j'étais au CNLU, donc j'étais fréquemment à Paris, donc je discutais avec le ministre. Et il m'a parlé de ça. J'avais demandé à ce qu'il y ait au moins un des 5 professeurs d'université, on dit comment, CHU, je ne sais pas comment il s'appelle, AP, vous trouvez vous-même comment il s'appelle. Eh bien, on n'a toujours pas, peut-être dites-moi que je ne sais pas, cette vocation universitaire, on n'a toujours pas à Mayotte, alors qu'il y a 20 ans que ça a été décidé. Vous pouvez me dire pourquoi ça n'a pas été fait. C'était ma question, ma première. Et ma réaction, c'est que j'ai dit que j'ai beaucoup apprécié les intervenants. Je souhaitais qu'il y ait un moment d'échange comme ça et qu'il soit ouvert, pas seulement qu'aux praticiens. Parce que quelqu'un a dit que j'avais croisé un médecin, il m'a dit, dans la médecine, il y a 2 façons de soigner. Il y a celui qui te soigne par les produits qu'il donne, mais aussi d'abord la confiance. Donc je crois que ce que nous faisons ici, si nous pouvons expliquer aux Mahorais ce que nous faisons, beaucoup plus chez eux, ils comprendront beaucoup plus quand vous leur donnerez 2 ou 3 pilules. Ils comprendront mieux votre geste. Donc je crois qu'on doit vulgariser beaucoup plus ce que nous faisons. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je vous remercie. Très rapidement, pour répondre à la question sur le CHU, à l'époque, lorsqu'on installait le CHU à Saint-Denis de la Réunion, à la Réunion, le conseil départemental était élu par Zedani, c'était à l'époque juste de la départementalisation de Mayotte. Donc, il a été acté 2 principes clés, que les membres du CHU, il y a des conseils départementaux qui puissent siéger au conseil d'administration du CHU, c'est le premier point. Et secondo, ce que vous êtes en train de dire, que parmi les postes clés de ce CHU, il y a un qui soit au moins à Mayotte, c'est celui de la maternité, parce que nous avons eu cette première grosse maternité d'Europe, de France. Malheureusement, ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit tout simplement, j'avais répondu à ta question en disant que tout ce qui a été bien fait à Mayotte, c'est ce qui a été fait par les Maoris eux-mêmes. Ça, il faut remarquer, personne ne nous a dit qu'il faut faire un port. On a décidé qu'on fait un port à l'époque,
Alors que Jacques Chirac nous a dit en 1990 qu'il va nous donner un aéroport, Pistillon-Colaïge, on ne l'a jamais eu. Mais le port, on l'avait choisi nous-mêmes. Marcel-Henri Bamana ont décidé qu'on fait le port, alors qu'on nous présentait une sorte de Pistillon depuis jadis, ils ont dit non, on fait un port d'abord. Et ils ont fait leur port à Longoni. La Pistillon n'a jamais vu le jour. Toute la période de collectivité départementale où on a construit Mayotte, et la période de collectivité territoriale où on a construit Mayotte, c'est-à-dire les premières routes RN1, RN2, RN3, l'électrification de Mayotte, l'adduction d'eau de Mayotte. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, en 1976, lorsqu'on s'est séparé des Comores, il n'y avait aucun réseau d'eau à Mayotte. Aucun. Rapidement, la première action, c'est de donner de l'eau aux Mahorais. On l'a donné dans une stratégie tout simple, donner de l'eau aux Mahorais d'une manière quantitative. Il faut que l'eau arrive. Qu'il soit de bonne qualité ou de mauvaise qualité, il faut que l'eau arrive à Sada, à Hakwam, Tsamboro. La dernière commune qui a eu difficulté à avoir l'eau, c'était Chungi, dans la commune de Kanikeli, qui avait valu la défaite de Bamana en 1991 aux élections. C'était ça la raison. Bamana, qui est président du Conseil général, qui est lui-même enfant de Kanikeli, qui est élu de la commune de Kanikeli, dont le village de Chungi appartient. Le village de Chungi dit, moi je ne me déplace pas, hein. Je reste à Chungi, mais je veux que vous m'ameniez l'eau là. Alors que le village de Tsaranou, que vous passez tous les jours là, c'était Mavengoni et Songorombili qui ont décidé de se fusionner et de descendre vers le platier pour qu'ils bénéficient de l'eau. Le village de Mambo Allé, que vous passez devant le collège de Tsingoni, c'était un village qui était dans le fond qu'on a ramené devant pour passer devant la conduite d'eau. Le village de Baïva, il était dans le fond. On l'a ramené en hauteur pour qu'il passe devant la conduite d'eau. Sauf Chungi a refusé et la défaite de Bamana a suivi de fait. Donc, vous voyez, c'est qu'en réalité, toutes ces décisions, ce sont des Mahorais qui l'ont pris. C'est pour ça que souvent, j'ai dit à un mot que j'utilise souvent, il faut qu'on soit acteur de notre propre développement. Ça, c'est mon mot. Oui. Je voulais juste dire, en tout cas, bel bonjour tout le monde et merci pour vos deux présentations. Et moi, je viens de la Martinique et je trouve que c'est vraiment des chemins, des parcours qui se ressemblent beaucoup. Nous, on a les mêmes problématiques, du coup, entre la Guadeloupe et la Martinique, donc dans les échanges de moyens. Donc, même si nous sommes département que depuis 1946, j'ai envie de dire, l'assimilation a pris beaucoup de temps. Donc, cette fameuse continuité territoriale, elle prend beaucoup de temps. Et ma question que je voulais poser au docteur qui a présenté la médecine traditionnelle, je vous la pose à vous, monsieur l'ingénieur. Et quand je vous ai entendu parler, quand j'ai vu votre titre, je me suis dit, même il serait aussi un médiateur en santé PA qui s'ignore. Nous, en Martinique, on a le docteur Aliker, Pierre Aliker, qui était le bras droit d'Aimé Césaire, le père de la négritude, qui disait que les meilleurs spécialistes des Martiniquais, ce sont les Martiniquais eux-mêmes. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et j'ai envie de dire aussi que s'il n'y avait pas eu la médecine traditionnelle, Petekeni Mahorais, il n'y aurait plus de Mahorais. Donc, c'est comment faire coexister la médecine traditionnelle et l'évolution de la médecine moderne. Voilà. Donc, comment marier ces deux mondes qui sont nécessaires? On peut pas faire sans. Il faut comment faire cohabiter ces deux médecines? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse exacte, mais je sais que ce que nous avons gagné déjà dans un premier temps, c'est d'avoir obtenu l'inscription de la médecine traditionnelle dans un des documents clés du fonctionnement de la santé à Mayotte, ce qu'on appelle le PRS, le projet régional de santé, qu'on n'avait pas pu obtenir avec la RSOI. Moi qui vous parle, bon, je suis ingénieur sanitaire, mais je suis très connu ici dans les aspects qui ne sont pas du tout d'ingénieur sanitaire. Hein. Si je ne l'affiche pas là, les gens ne savent même pas ce que j'ai fait. Hein. Les gens me connaissent plutôt dans les aspects de sociologie, d'anthropologie, comme madame fait, parce que j'interviens beaucoup sur ces angles-là, parce que je m'intéresse dans ma société, je m'intéresse beaucoup à la société mahoraise et j'écris beaucoup sur ces aspects-là. Toutes mes publications, ce sont des publications relatives au fonctionnement de la société mahoraise. Donc, j'ai obtenu ça cette fois-ci enfin. Donc, c'est moi qui étais derrière pour inscrire la médecine traditionnelle, parce que je l'ai vu acté avec le docteur Vidal, qui est passé au CHM par le passé, lorsqu'il reprenait la médecine traditionnelle pour traiter toute la psychiatrie. J'ai dit c'est un outil intéressant pour ramener dans la psychiatrie, la médecine traditionnelle. Au lieu de faire un affrontement directement avec les familles, pourquoi ne pas ramener les familles avec leurs malades dans la psychiatrie, alors que sur toutes les routes de Mayotte, vous voyez des fous qui traînent partout. Donc voilà, c'est dans cet aspect-là.
Là, on n'est même pas encore arrivé dans la partie phytothérapie. Là, on est uniquement dans l'angle de tout ce qui est utilisation des esprits, des djinns, etc. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas de matériel qui intervient dedans. On n'amène pas une plante, on n'amène pas un produit chimique quelconque, mais c'est uniquement une relation entre le soignant, le malade et la famille, et tout ce qui peut être autour de Dieu. Voilà. Donc, je ne sais pas maintenant, le travail qu'on doit faire, nous, et les autres, c'est de voir comment on peut intégrer la question que vous posez, cette médecine traditionnelle, dans le concret. C'est ça il faut réfléchir maintenant. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos 3 intervenants de la matinée. Et merci à vous d'être restés aussi patients pour suivre cette séance. Reprise 11h. Reprise à 11h. Merci.